Bienvenue à ce webinaire d'octobre, à ce rendez-vous IFTH d'automne. Donc là, on est vraiment heureux de vous retrouver sur une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est l'évolution morphologique des Françaises et des Français et son impact sur la filière. Alors pourquoi ça nous tient à cœur, nous? Parce que l'IFTH est historiquement impliqué, identifié sur cette thématique. On est très, très régulièrement sollicité. Ah, il faut que ça défile. Sollicité sur cette thématique, alors par les acteurs de la filière, hein, que ce soit les entreprises, mais aussi nos partenaires, parfois même la presse, puisque les tailles, ça intéresse tout le monde. Et nous sommes tous consommateurs. Les questions, elles sont diverses, hein. Comment évoluent les tailles, comment on peut mieux répondre aux attentes des consommateurs, est-ce qu'elles sont toujours adaptées? Et ça, c'est une vraie question parce que durant les dernières années, les 20 dernières années, ben, les modes de vie ont pu changer. Et puis finalement, nos corps aussi, hein. On peut être plus sédentaire, on peut être plus sportif, on peut acheter plus sur Internet, voilà, il y a des choses qui vont évoluer. Et nous, ça nous interroge. Donc, on a eu l'opportunité de mener une nouvelle campagne de mensuration. On va appeler nous CNM 2025, comme vous pouvez le voir à l'écran, qu'on a menée en collaboration, alors, notamment avec l'Université de technologie de Troyes sur les aspects numériques. C'est bon, Cette François. thématique, nous allons avoir l'intervention d'une partie de l'équipe qui a travaillé sur le projet. Alors, Guy Semama, qui est juste derrière François Pézril, que vous pouvez voir, qui a donc un de nos grands experts sur la thématique et surtout un de nos plus grands passionnés, je crois, je crois, de ce domaine-là. Et nous avons François Pézril, qui est donc Enchanté. aussi chargé de projet à Lyon et qui est aussi manager de notre Fab Lab parisien. Et vous pouvez voir en arrière-plan nos mannequins, nos machines, parce il nous parle en direct du Fab Lab Tout à à fait. Paris. Tout à Et fait. donc, je vais leur laisser la parole. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de l'intervention. On pourra les traiter après ou pendant, hein. Ça va dépendre un petit peu de vos questions. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui, comme quoi la thématique est d'actualité. Et puis voilà, si vous voulez vous lancer, messieurs, je vous laisse la main. Avec plaisir. Donc le sommaire, tout d'abord, effectivement, on va tout au long de cette présentation aborder différents sujets. On démarrera par un petit rappel des différentes campagnes de mensuration et de leur intérêt, en tout cas pour nous, je dirais les professionnels, les acteurs de l'habillement. On vous expliquera qu'est-ce que le projet Move et pourquoi il a été mené et comment il a été mené. Et comment on a réussi effectivement à obtenir des données morphologiques réactualisées. On vous fera effectivement part des premières grandes tendances, des premiers résultats de cette campagne nationale de mensuration. Et on vous expliquera un peu plus en détail pourquoi il est important et pourquoi il est essentiel de bien connaître ces données morphologiques et connaître la bonne taille en 2025. Et pour cela, on a, nous, des outils, des services adaptés à vos besoins. Donc, pour entrer un peu dans le vif du sujet, Guy va commencer par faire un petit focus sur les précédentes et différentes campagnes de mensuration. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pourquoi il reste essentiel de connaître, de connaître les tailles, les mensurations, les morphotypes? C'est pour les vêtements que vous commercialisez, que vous vendez. Faire des vêtements qui ne correspondent pas à la taille de votre population cible, des vêtements mal taillés, c'est un risque. Et d'autant plus qu'à l'heure du figital, quand je mets figital, figital, c'est le commerce physique, le commerce digital. Et dans le digital, il y a le web, il y a les réseaux sociaux maintenant pour les jeunes. Il y a le direct to consumer. Donc, c'est un risque qui est essentiel pour la marque. Donc, cela entraîne des hausses de retour, qui est, dans la plupart des marques, un des points qui vendent sur le web, un des points les plus critiques et qui entraîne le plus de coûts, des reverse logistiques importants. Deuxième clé, pourquoi il faut le connaître, parce qu'à cause de la baisse de la satisfaction des clients, voire la déception du client en magasin,
Vous rentrez dans un magasin, mauvaise expérience d'essayage, et donc on a tout de suite une mauvaise image de marque et puis une baisse des ventes directes. Et aussi, on a un impact sur la fidélisation client parce que on se sauve d'une marque qui taille mal ses vêtements, avec une crédibilité en baisse, une réputation avec des tailles peu fiables et un impact très négatif sur le potentiel de réachat. Alors, l'historique rapidement des campagnes de mensuration, donc on a commencé en 1960, mais bon, je ne dis pas que j'étais pas né, mais en 1948, l'IFTH a fait des campagnes de marque, enfin, sous couvert du CETI. Le CETI, c'est le Centre d'études techniques des industries de l'habillement, a réalisé des campagnes de mensuration et a mesuré des individus pour établir les premiers barèmes de mensuration. On avait besoin de ces barèmes de mensuration parce qu'il y a la génération de ce qu'on appelle du prêt-à-porter. Ensuite, épisodiquement, donc en 1970, en 1960, donc, il y a eu une campagne, on en a mesuré 8000 femmes et 8000 hommes. En 1970, on a travaillé avec la faculté de médecine de Paris, qui connaît bien l'anatomie de l'homme et qui a mesuré 40 000 individus sur 40 points de mesure. Et donc, ça a permis d'établir les barèmes de mensuration du CETI de 1970. Ils sont utilisés, des fois je les trouve dans certaines marques. Alors, pourquoi la faculté de médecine de Paris? Parce qu'ils connaissaient bien les profils anatomiques et ils savaient bien prendre les mesures où il fallait. Et donc, en 1970, c'était le centimètre. Et puis, on a enregistré sur les premiers ordinateurs à carte pour calculer les moyennes, etc. En l'an 2000, on a fait un saut technologique. Donc, on est passé sur des scanners 3D, où est-ce qu'on a digitalisé en 3D le corps. Une espèce de photomaton. Donc, c'est un photomaton, où est-ce qu'on rentre. Alors, on s'est digitalisé en position assise, debout. C'est pour avoir des mensurations qui évoluent en fonction de la posture. Et on a mesuré 14 000 individus, dont 9 000 adultes. Alors, ce 14 000 individus, c'est un chiffre auquel on a travaillé nous-mêmes avec l'INSEE pour avoir une population qui est représentative. Donc, représentative par ce qu'on appelle par strate, par tranche d'âge, par critère CSP, par région. Mesurer plus, on perd du temps et de l'argent, et mesurer moins, on a des données qui ne sont pas fiables. Donc, le 14 000 est un chiffre auquel on tient beaucoup. Et on a mené en l'an 2000 3 campagnes, adultes, bébés, enfants et seniors. On parle souvent de la campagne 2006, c'est ce que vous voyez apparaître le plus souvent. C'est la campagne adulte, en fait. La campagne adulte, oui. Et en 2025, on a fait encore un autre saut technologique. C'est ça. On va vous parler tout à l'heure après, juste après. Donc, on a réactualisé les données. On a commencé avec la mensuration adulte, hommes et femmes. Donc, les 9000 individus que vous voyez un peu plus haut ont été mis à jour, réactualisés, donc avec des données morphologiques, dont vous allez voir tout à l'heure en exclusivité les premiers résultats. Tout à fait. Et donc, grâce à cette nouvelle technologie, François a parlé tout à l'heure de machine learning, des choses comme ça, on est capable d'obtenir les mensurations de l'individu de 2025. Une dernière chose, je vous laisse imaginer, au gré de ces sauts technologiques, comment ça sera dans 20 ans, dans 30 ans, en 2040, si on continue, voilà. Dans cette progression exponentielle. Oui, on n'utilisera peut-être pas la même technologie. Effectivement. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à François, qui va vous expliquer c'est quoi le projet Move et pourquoi on l'a appelé comme ça et comment ça fonctionne. Exactement. Il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient assisté au webinaire de 2023, 2023, on avait déjà donné quelques petites indications. D'accord. Ok. Alors, effectivement, avant d'expliquer le pourquoi, il est important de comprendre ce qu'est le projet Move. Alors déjà, Move, comme vous le voyez en haut de l'écran, c'est l'acronyme de modèle de vieillissement d'échantillons cibles. C'est-à-dire que ce projet Move, c'est un projet que nous avons mené sur 4 ans, en étroite collaboration avec l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Il faut savoir que l'UTT, à travers différentes unités de recherche, utilise les sciences des mathématiques, la simulation, l'algorithmique, pour concevoir des nouvelles solutions numériques ou des solutions numériques innovantes. Donc nous, à travers ce projet Move, l'objectif majeur était de développer un modèle de vieillissement, c'est-à-dire un outil numérique
qui permettrait à l'Institut de mettre à jour efficacement les données morphologiques de la population française. Et donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, effectivement, on a établi une liste d'ambitions, c'est-à-dire qu'il a fallu d'abord mettre en place différents outils algorithmiques, tout simplement pour améliorer la gestion et l'utilisation des données morphologiques que l'on disposait, suite aux précédentes campagnes nationales de mensuration. On avait l'ambition de créer un outil d'exploration de ces données de mensuration corporelle, en utilisant des algorithmes de classification, des algorithmes de segmentation. Et enfin, la volonté, je dirais, était réellement de développer un modèle de vieillissement utilisant un algorithme de détection et de prédiction des facteurs qui déterminent et qui influencent, on va dire, la qualité de ces données morphologiques. Alors, pour comprendre ce qu'est ce modèle de vieillissement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce modèle de vieillissement est en fait un outil algorithmique, soit un programme informatique. C'est-à-dire que à travers toutes ces recherches, toutes ces 4 ans de projet, on a effectivement suivi différentes thèses, différents schémas, différentes situations, et on a tout simplement obtenu à la fin 10 000 lignes de code en langage Python qui associent différentes briques, différents modules algorithmiques ensemble. On va retrouver des algorithmiques de classification, des algorithmiques de segmentation, de profil de population, mais aussi, comme on l'a évoqué juste avant, des algorithmes de machine learning. Le machine learning, pour ceux qui l'ignoreraient, en fait, c'est une typologie d'algorithme qui apprend à partir des données qu'on lui fournit et qui s'améliore au fil du temps, car en fait, il continue d'apprendre, de progresser avec les quantités de données qu'on peut lui injecter. Donc l'idée, c'était, avec ce programme informatique, de projeter une base de données vers une seconde base de données beaucoup plus récente, en utilisant un échantillonnage plus petit, plus restreint. En simple, on est parti de la base de données des 9000 individus mesurés en 2006, afin de les projeter vers 2025 à partir d'une base de données de référence, base de données de mensuration récente ou actuelle. Et ce qui est aussi très important, et on a voulu le souligner ici, c'est qu'on était très attaché à ce que ce programme soit créé avec un module qu'on appelle module MSE, Minimum Square Error, qui est un outil mathématique intégré dans le programme informatique, tout simplement pour mesurer la qualité du modèle et la fiabilité. Ouais, la qualité du modèle et des données aussi qui sont obtenues. Et la fiabilité. Et ces données-là, donc nous, sur lesquelles on va vous donner les chiffres, ce sont des données qui sont des données de qualité. Tout simplement. Il y a quand même eu une récolte de données réelles en partenariat avec... voilà. Ce n'est pas qu'un modèle informatique, non, etc. Ce n'est pas qu'un modèle informatique. Aussi, voilà, avec des données de vrais gens. De vrais Exactement. gens et pour illustrer ça, pour schématiser ça, cette slide permet de se dire qu'en 2006, on est parti de nos données de la précédente campagne, et grâce à ce modèle de vieillissement, on a pu transporter cette donnée vers 2025 en utilisant une database, une base de données de personnes, d'individus, d'adultes, mesurées en 2024 et qui nous a permis effectivement d'avoir ces données de référence, ces données actuelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce transport se fait par une approche semi-supervisée par linear mange mapping. Ce qu'il faut retenir de cette approche, c'est une méthodologie qui permet de mieux classer, de mieux segmenter, je dirais, les données, et qui nous permet, encore une fois, de s'assurer de la qualité des informations qu'on va projeter, qu'on va obtenir, qu'on va vieillir. Pardon, hop.
Donc la clé pour avoir effectivement ce fameux transport de données morphologiques optimales, c'est bel et bien la qualité des données de référence. C'est-à-dire que on s'est vraiment attelé à réaliser, je dirais, une collecte de données de mensuration de référence en utilisant le savoir-faire de l'Institut, notamment sur la méthodologie relative aux campagnes de mensuration. Donc pour cela, on a participé évidemment à établir le protocole de mesure en respectant évidemment la réglementation RGPD. Hein. On parlait d'évolution technologique tout à l'heure, mais il y a aussi des évolutions réglementaires hein, sur la protection des données personnelles et les mensurations corporelles en font partie. On a participé également activement sur le choix de la technologie de prise de mesure pour que cela soit adapté au contexte du projet, au contexte de cette étude. Et enfin, lorsqu'on a obtenu les premiers résultats, je dirais, de ce modèle de vieillissement, on s'est tout de suite attelé, je dirais, à réaliser différentes analyses statistiques descriptives. Et ainsi, on a pu valider la qualité des mesures. S'il faut retenir quelque chose sur le projet, c'est les chiffres clés qui sont en bas. L'IFTH, effectivement, est riche de données morphologiques depuis la précédente campagne nationale de mensuration. On dispose aujourd'hui de bases de données qui contiennent plus de 2 millions de points de mensuration adultes. Et on en a en bébé, on en a en senior, on en a d'autres. Et surtout, au-delà de ces 2 millions de points de mensuration mesurés, on dispose encore actuellement de 9000 scans 3D, hein, donc de 9000 avatars 3D qu'on peut, je dirais, étudier, exploiter sous toutes les coutures et on peut aller chercher encore plus de points de mensuration si un besoin particulier est défini. Donc vraiment, le point de départ de notre projet, c'était exploiter vraiment de manière la plus optimale possible cette base de données, cette richesse au sein de l'Institut. Pour faire un focus sur la collecte des données de référence, en 2024, donc on a pu mesurer et obtenir 4000 individus adultes en un an, alors que sur la précédente campagne nationale de mensuration, pour mesurer 9000 individus, il nous a fallu 5 ans. Donc c'est pour aussi démontrer qu'à travers ce projet MOVE, on a des outils numériques innovants, mais aussi, je dirais, il y a une évolution sur l'efficacité de la réalisation de ces prises de mensuration. Alors, je vais faire un petit aparté hein, sur les chiffres que vous voyez là. J'insiste sur la qualité des données. Donc, quand on a dit qu'on a des scans 3D, au gré des études hein, qu'on fait à l'IFTH, la méthode du scan, c'est ce qui donne la meilleure précision en termes de prise de mesure. Donc, ça veut dire que les données sur lesquelles on se base pour vieillir, ce sont des données qui sont fiables et de qualité. Hein, même par rapport au centimètre. Hein. Vous prenez 2 modélistes qui mesurent un tour de poitrine, elles ne donneront pas la même valeur. Et pareil sur les données actualisées, donc le module MSE dont on a parlé va garantir la qualité des données dont on dispose. Donc ce ne sont pas des données qui sortent du machine learning comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne alors? Ouais, alors, le teasing a été bon, mais qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les grandes tendances de la campagne 2025? Donc, on va commencer par honneur aux dames, hein, la femme française adulte. Donc, les premiers chiffres qui ressortent, c'est que la française, alors adulte de 2025, elle a grandi, elle a pris du poids par rapport à celle de 2026. Donc, elle a des formes, donc elle mesure 1m64,2 en moyenne. Voilà, donc par rapport à 2006, hein, où vous voyez le chiffre, c'était 162,6. Et puis on peut remonter jusque dans les années 70 et même avant. Donc on s'aperçoit que la femme grandit. Son poids, elle a pris du poids aussi, hein, 65 kg contre 62,4 avant. Et les chiffres des années précédentes
le montre aussi, hein. Et le tour de poitrine aussi a augmenté, donc actuellement il est de 94,5 cm. Donc ça, c'est les premiers chiffres. Pour garantir aussi la qualité des données, c'est que certains de ces mesures, on a récupéré des données d'organismes comme l'INSERM, etc., qui confirment cette tendance haussière. Oui, d'accord. C'est important. Donc, l'INSERM, il y a des gens peut-être qui connaissent la cohorte Constance, qui mesurent, mais d'un point de vue médical, la stature et le poids, confirme ces chiffres. Oui. D'accord. Donc, ça a permis de valider aussi la qualité du modèle de vieillissement. La suite, donc la française. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est là, je vous ai donné des chiffres sur deux chiffres, deux ou trois chiffres, mais on en a plein d'autres qui sont des chiffres sur l'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa morphologie évolue. La morphologie, c'est quoi? C'est la forme de l'individu. Et la forme, c'est important. Les modélistes construisent des vêtements en forme pour habiller 3D. Donc, comment ça évolue? Donc, ça veut dire, pour un tour de poitrine donné, par exemple, la femme, on a constaté que la femme a pris en tour de taille et en tour de bassin. Une femme qui est moyenne, qui faisait, je ne sais pas, 80 de tours de poitrine en 2006 ou 84, bah, son tour de bassin en 2024, en 2025, est plus important, est un peu plus important, évolué d'une manière positive en 2025. Donc, vous voyez la conséquence sur ce qu'on appelle les barèmes de mensuration. Hein, un barème de mensuration, quand on met en regard un tour de poitrine et un tour de taille, ben, on a bien une évolution sur un marché cible. Ben, voilà, donc là, il y a des choses qui ont évolué. Alors, un petit rappel, hein, ça c'est une formule que l'IFTH tient depuis la nuit des temps. Hein. C'est une formule d'usage. Hein. Ce n'est pas une formule qui fait partie d'une norme. On définit la taille commerciale comme étant le demi-tour de taille plus le demi-tour de poitrine et on divise par deux. Donc, essayez d'appliquer cette formule sur votre corps, mesdames, et puis c'est pour les dames, ça. Et vous allez voir que les tailles de vêtements, souvent, ne correspondent pas à la vraie taille commerciale auquel on fait référence, et que certaines marques font ce qu'on appelle du fake shaking ou du euh, vanity size, voilà, qui permet de flatter le consommateur, c'est-à-dire de dire à un consommateur, ben voilà, vous taillez du 38 alors qu'en fait, vous faites du 40. Et c'est ce qui fait l'anarchie dans les tailles entre les marques. Autre point qu'on a constaté, c'est que, vive la femme sportive, hein, nous avons constaté aussi l'évolution des mensurations de la carrure positive, ce qui est certainement lié au changement du forme de vie. Donc, malgré la sédentarité, hein, liée on est plus souvent sur son téléphone, etc. On prend plus la voiture qu'on marchait avant. Ben, on a une évolution de la carrure. Donc ça c'est des choses qu'on a constatées. Et sur les 20 dernières années, la française est devenue de plus en plus sportive. Donc ce sont des points qu'on retrouve par rapport à l'analyse des données morphologiques. Alors, tous les chiffres que je vous donne, bien sûr, sont à moduler en fonction de la cible. Je ne dirais pas la même chose pour des personnes seniors, je ne dirais pas la même chose pour des personnes juniors, en fonction des tranches d'âge, en fonction des critères CSP, qui sont des points clés importants pour les marques. Autre question qu'on se pose, hein, qui sont des résultats exclusifs hein, qu'on sort en primeur aujourd'hui. Ben, la française adulte de 2025, elle a grandi, elle a pris du poids, donc ça, on le voit. Quelle taille porte la femme en 2025? Donc, une femme sur deux s'habille maintenant entre la taille 40 et 44. Il y a une Alors, sacrée évolution quand même par rapport à oui, 2006. sachant qu'en référence, la taille est calculée selon la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Une femme sur trois porte du 46 ou plus, et moins de 20% d'entre elles portent du 38 ou moins. Donc en bas à droite, vous avez les chiffres de la campagne de 2006. Là encore, ces chiffres sont sur une moyenne sur toute la population française. Je ne dirais pas la même chose sur les jeunes, je ne dirais pas la même chose sur les personnes qui pratiquent du sport, je ne dis pas la même chose sur des CSP+. Donc, et ces chiffres-là, donc, on les multiplie par 1000 si avec toutes les combinaisons et toutes les données qualitatives et quantitatives qu'on a sur les bases de données morphologiques. Une base de données morphologiques, ce n'est pas seulement des mesures de corps,
Un corps est associé à l'individu avec des données qualitatives. Qualitatives, c'est tranche d'âge, CSP, niveau d'études, pratique d'un sport. Quel sport il pratique? S'il pratique le tennis, on s'aperçoit que le bras gauche et qu'il est droitier, le bras droit, le tour de bras droit est supérieur au tour de bras gauche. Donc, ce sont des données qui sont. Rappelle-nous la tranche d'âge là, pour la femme adulte. Alors, on est sur une tranche d'âge de 18-70 ans actuellement. D'accord? Donc, alors, on va vous parler après d'autres campagnes qu'on peut mener, où est-ce qu'on attaque le senior plus, le bébé enfant. Mais là, on a focusé sur 18-70 ans. Alors, pourquoi 18-70 ans? C'est là où la stature n'évolue pas. Travailler sur les barèmes enfants, bon, c'est un petit aparté, c'est une autre approche où il y a la notion de stature et d'âge. Bon, on pourra en parler lors d'un prochain webinaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de la naissance à 18 ans, la stature évolue positivement. Voilà. Et passé 70 ans, c'est plutôt l'inverse. On a tendance à. Oui, on a des statures qui évoluent. Nous tassons. Voilà, c'est une autre façon. Nous tassons. C'est le monde des seniors. C'est ça. Donc, on continue. Donc, autre chose aussi, la richesse des data. Alors, ça, ce sont des éléments qui me tiennent à cœur. C'est le volume du corps. Parce qu'on habille le corps. On n'est pas sur du patronage à plat. On n'est pas que sur du plat. D'où les outils de 3D. Et donc, c'est la détermination des morphotypes. Morphotype, ça va donner la forme du corps par rapport à ces mensurations. Alors, il y a une norme, un projet de norme auquel nous appartenons, qui permet, via le BNITH, qui est le Bureau national, qui permet d'établir une norme sur les classifications de morphotypes. Très simplement, on calcule la différence entre le tour de taille et le tour de poitrine, et le tour de taille et le tour de bassin, et vous voyez le petit schéma en haut. Plus cette différence est grande entre taille et poitrine et taille et bassin, c'est le haut. C'est ce qu'on appelle le haut. Et pareil, si la différence est la plus petite, vous voyez tout en bas là, c'est ce qu'on appelle le X, le hourglace, ou bien le sablier. Hein, moi j'aime bien le volume aussi. Le X c'est en 2D, mais le sablier ça exprime bien le volume du corps, parce que des fois en une dimension c'est trompeur. Hein. Je vois un corps d'un homme, voilà, de face, je vois qu'il est en droit, et puis ensuite je le tourne de 90 degrés, je vois le ventre qui sort. Okay, donc on est sur du volume. Le haut, c'est plutôt l'œuf, vous voyez, dans la forme. Mais on trouve des noms, ils ne sont pas normalisés en ce moment. Ils sont des noms un peu. Oui, le projet de norme est en cours. Donc c'est un peu effectivement. Voilà. Mais insister aussi sur le volume. Hein, le volume, travailler en 3. Qui dit volume, c'est du 3D et c'est une forme. C'est pas une silhouette en 2D. Donc après, voilà, là par exemple, on a établi sur la population française de 2025 les deux principaux morphotypes qu'on a constatés. Avec, alors, toujours pareil, ces morphotypes sont sur 18-70 ans. Donc actuellement, c'est le haut. Hein. Par rapport à 2006, je crois que le haut a augmenté de mémoire. Et ce chiffre-là, bien sûr, est à moduler en fonction de tous les paramètres qualitatifs que j'ai sur la base de données. Hein. Sur les jeunes, je n'aurai pas la même proportion de haut. Oui, c'est ça. C'est la répartition des morphotypes, des 9 classes morphotypes vont forcément être fonction de votre clientèle cible, échantillonnage de population cible. Les morphotypes ne sont pas classés ou représentés de la même manière. Donc à vous, messieurs. C'est à nous, les hommes. Ouais. Alors, de la même manière, effectivement, ce qu'on peut retenir sur ces premiers résultats ou cette première tendance liée aux données morphologiques de 2025, c'est le français toujours plus, c'est-à-dire toujours plus grand, toujours plus large. Vous voyez le petit tableau en bas à droite. On voit qu'au fur et à mesure des différentes campagnes nationales de mensuration qui ont été menées, l'homme n'a cessé de grandir en stature moyenne. Hein. Encore une fois, on parle du français moyen sur la même, on va dire, sur le même échantillonnage en termes d'âge, 18-70 ans. Et entre 2006 et 2025, le français moyen a pris 3 cm, quasiment 3 cm. En termes de poids, il est quasi stable. On reste entre 77,5 kg et 78. Et en ce qui concerne son tour de taille,
On a aujourd'hui un Français moyen qui a un tour de taille de 91,5 cm. C'est-à-dire que son tour de taille a pris 2 cm en 20 ans. Exactement. Voilà. On suit tous la même tendance finalement, hein. Oui. Donc, Ouais. c'est pas nouveau, Alors, comme on dit. oui, et cette tendance, elle est différente. Là, on n'a pas mis les chiffres en fonction des tranches d'âge. Est-ce que les seniors ont pris plus de tours de taille si on travaille le marché senior? Est-ce que les juniors ont pris plus ou moins? Donc, les chiffres, on les dispose. Ouais. Ce qu'il faut retenir, on a intitulé ça les champions du regard vers le bas. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme pour la campagne nationale précédente, on a fait des études sur la stature du français et on a pu répartir les Français selon 4 catégories de stature, les petits, les moyens, les grands, les très grands. Ce qu'on constate, premier point, c'est que la proportion d'hommes très grands a augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les très grands ont une stature moyenne de 191 cm. En 2006, ils étaient 8%, 8,2 de très grands sur la population masculine. Aujourd'hui, ils sont passés de 8 à 11%. De même, les statures moyennes, selon les catégories, les valeurs des statures moyennes par catégorie ont évolué. Les petits aujourd'hui sont à 1,68 m, les moyens sont à 1,76 m et les grands sont à 182,5 cm. Ce qu'il faut retenir en termes de répartition massique, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 70% des hommes sont répartis entre les catégories moyens et grands. On reste sur à peu près la même répartition par rapport à 2006, à une différence près, c'est que les valeurs des statures moyennes, elles, ont bel et bien augmenté. Okay. Alors ces données vont servir notamment pour les modélistes, pour tout ce qui est longueur, longueur de pantalon, hauteur, longueur de bras, hauteur, montant d'eau, je parle en termes techniques. Et donc, il y a une évolution à tenir compte là-dedans et qui vont apparaître dans nos barres. Autre information, effectivement, là, pour rappel, à l'instar des règles pour déterminer les tailles commerciales sur le marché féminin, elles existent également sur le marché masculin. Pour les hauts, pour les pièces à manches, on a effectivement défini cette règle, c'est-à-dire que pour une chemise de taille 50, on a l'équivalent de tour de poitrine chez l'homme de 100 cm, parce que effectivement, la taille est la moitié du tour de poitrine. Et pour les pantalons, pour les bas, la règle qui est en vigueur, qui est appliquée, est bien la moitié du tour de taille. Il y a un indicateur qui est hyper important pour, je dirais, apprécier la forme générale du buste ou de la silhouette chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la conformation ou le drop. Le drop, c'est un indice, une valeur absolue qui est calculée en faisant la moitié du tour de taille moins la moitié du tour de poitrine. Donc, pour résumer, la taille du pantalon moins la taille de la chemise. Et on constate, quand on transforme cette différence, cette soustraction en valeur absolue, on constate qu'on peut avoir différents types de silhouettes, différentes catégories de silhouettes qui vont du ventru, du fort, du corpulent, jusqu'à, on va dire, à la silhouette athlétique et lancée. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus le drop est élevé, plus la silhouette est sportive et élancée. Et à l'inverse, plus cet indice est faible, bas, plus on va se rapprocher vers des silhouettes, des morphologies plutôt trapues, ventrues. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2025, on a, nous, sur les premiers résultats, défini qu'il y avait un homme sur 4 qui était dans cette catégorie drop élevé. Donc 25% de la population masculine qui ont des silhouettes athlétiques, élancées ou normales. Et lorsqu'on observe à la loupe ces 25% de la population, on se rend compte qu'on est sur des hommes qui ont des classes d'âge
inférieur à 45 ans, donc on est sur une population jeune. Et à l'inverse, sur les 25% trapus corpulents, on constate quand même que la grande majorité de ces hommes, avec des silhouettes ou des morphologies fortes, ont une classe d'âge ou une catégorie d'âge supérieure à 45 ans. Ou les 50% restants, c'est dans la catégorie fort du milieu, là? C'est Oui, tout. Ok. exactement. Oui. Alors, pourquoi en 2025 il est essentiel, je dirais, de connaître la bonne taille, Guy? Alors, c'est essentiel principalement pour les modélistes et les responsables de marché de produits ou les responsables de marque, hein. Donc, c'est connaître les parts de marché et taux de couverture de sa cible. C'est pour se positionner aussi par rapport aux autres marques en fonction de leur cible. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis pour se projeter sur les nouveaux marchés. Donc, et là, on parle de ce qu'on appelle un taux de couverture morphologique, hein. On n'est pas en termes de style, de look, etc. Quand je dis se projeter sur les nouveaux marchés, bah, vous voulez cibler une cible un peu plus âgée. Vous faites du 18, 35 ans, vous voulez attaquer le marché du 35, 45 ans. Bah, voilà, donc c'est essentiel de connaître la morphologie. Vous voulez accéder à des données morphologiques d'autres pays. Donc, nous, on fait partie d'un réseau où on a accès aux données d'Amérique, hein, pareil, hein, les données morphologiques au niveau Amérique, au niveau Asie, au niveau Europe. Et donc, chaque pays ou chaque région a ses cartes morphologiques qui sont différentes et auxquelles il faut faire attention quand on met un produit sur ce type de marché. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, pour les modélistes, hein, c'est connaître les nouvelles données morphologiques de sa cible, d'accord? Mettre à jour les tableaux de mensuration pour construire des vêtements bien taillés. Ça, c'est la méthode traditionnelle, hein. Donc, les modélistes partent d'un tableau de mesure corps nu, voilà. Et puis, bah, on construit sur les outils de CA ou 2D, bah, ou à la main, hein. On construit un vêtement à partir de ces mensurations. Et ce qu'on a rajouté à la fin, maintenant, il y a certaines entreprises, et j'espère de plus en plus, qui se mettent à la 3D. Et donc, pour la 3D, bah, au lieu de construire sur des mannequins comme vous voyez à droite, on le construit sur des avatars qui sont des mannequins virtuels, on va dire, dont on peut personnaliser avec les mensurations de la campagne de 2025. Alors, effectivement, nos livrables pour la CNM 2025, aujourd'hui, pour reprendre les deux grandes catégories, je dirais, de professionnels que l'on connaît dans les marques, dans les maisons, ou je dirais les sociétés liées à la filière habillement, mode. Effectivement, pour les modélistes, ce que l'on peut d'ores et déjà annoncer, c'est que nous travaillons activement actuellement sur, je dirais, la création de ces livrets anthropométriques 2025, hein, marché adulte, homme-femme. Et évidemment, dans ces fameux documents anthropométriques, on retrouvera les barèmes de mensuration mis à jour avec les nouvelles données 2025. Donc, il n'y aura pas que ces barèmes, il y aura aussi des résultats d'analyse statistiques descriptives par morphotype, décrivant, je dirais, les marchés, la femme, je dirais, par catégorie d'âge, les répartitions de population. On aura donc toutes ces informations clés qui sont effectivement nécessaires pour la construction des modèles, pour améliorer le confort, pour améliorer la satisfaction du client et ainsi réduire au maximum tous les risques que l'on a pu évoquer au démarrage de la présentation. Vous avez déjà des applaudissements qui apparaissent. Ah, super. Bon, et merci pour l'équipe. J'ai une petite aparté parce qu'ils sont à 250% de leur temps là-dessus en ce moment. Merci. Ils vivent et ils dorment. On vit, on dort, on mange tous les jours CNM. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est le petit tableau en bas. On a
je dirais, on porte une attention très particulière, comme on l'a évoqué, à la qualité des données, à la précision des données. Et évidemment, chaque mensuration, je dirais, qui fera partie de ces barèmes ou de ces livrets anthropométriques adultes, respecteront bel et bien la norme internationale, hein, ISO 8559, qui est une norme qui définit tout simplement comment les mesures du corps doivent être prises efficacement. Et donc là-dessus, on garantira, je dirais, effectivement, je dirais ce standard. Ici, à quoi correspond une mensuration? Quand on parle de tour de bassin, pour nous, on a une définition. Comment est-ce qu'on le prend? C'est pas le tour de hanche. Quand on parle de tour de taille, c'est pas le tour de ceinture. Le tour de ceinture a une définition et puis comment est-ce qu'on le prend? C'est fonction souvent du produit. Un tour de bassin, c'est un endroit bien précis. Et là, vous avez la définition ISO. Et des fois, dans les barèmes qu'on voit des marques, hein, on constate qu'on parle de tour de hanche et puis ça ne correspond pas à la bonne mesure. Et ça, c'est perturbant hein, dans le tableau et ça peut conduire à des erreurs dans la construction du vêtement. Tout à fait. Autre sujet, effectivement, les avatars 3D, on en a un peu parlé, je dirais, juste avant, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de ces barèmes de mensuration et toutes ces données morphologiques 2025, je dirais, au sein de l'Institut, et particulièrement sur la plateforme parisienne du Lab, on a toutes les compétences et toutes les technologies pour travailler à la fois sur le prototypage digital, donc l'utilisation des outils de CAO 3D. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, on pourra venir directement sur ces nouveaux outils de CAO, venir personnaliser à votre cible clientèle, je dirais, en fonction de votre besoin, les mensurations des avatars. Et lorsqu'on a le bon avatar et l'avatar réactualisé, on peut très très facilement, en utilisant notamment les cartes de tension, vous voyez à l'écran sur la droite, ou d'autres outils comme les cartes d'aisance, on peut facilement visualiser où les zones sont le plus sollicitées, le plus ou trop proches du corps, ça manque un peu d'aisance. Et donc corriger de manière très très rapide, en dynamique, les patronages et les bases de patronage afin encore une fois, d'assurer la satisfaction du client en termes de bien-aller. Ici, dans cet exemple, hein, vous avez un produit qui tombe bien sur votre avatar en 2006, hein, ou sur votre avatar, hein, vos mensurations. Les mensurations ont évolué. Ben, vous voyez tout de suite sur votre produit où est le problème. Et vous vous rendez compte du temps que vous gagnez dans la mise au point des produits. Pour les responsables marché, Guy, je te laisse la main. Pour les responsables marché, donc. Et c'est important de voir tous les marchés parce qu'on parle du prêt-à-porter, mais c'est tous les vêtements de manière générale. Et c'est pour ça que voilà, on rappelle aussi que le vêtement professionnel ou que le vêtement de sport, voilà, tout type de vêtement est concerné. Oui, exactement. Alors, donc, autre outil dont on dispose, hein, dont on a mis sous un nom générique Exploret, c'est un outil d'exploration et d'optimisation, et moi je rajoute de performance des barèmes à partir des données 2025. Le mot performance est important. Avant, je vais vous dire au préalable quelque chose. Hein, quand on définit la performance, on a besoin de mettre un indicateur avant et un indicateur après, et de calculer le ROI de l'action qu'on va mener. Le ROI, c'est le Return of Investissement. Ça veut dire que le fait que je vais bouger un petit peu mon barème de mensuration, le rendre plus performant, quel est le retour sur investissement que j'ai? Et avant de démarrer chaque étude, je cherche à mettre en place ces indicateurs, enfin je demande à mettre en place ces indicateurs. Et donc, alors ça marche comment, hein? Il y a certaines entreprises, je pense, que dans la liste que j'ai vue, qui ont déjà eu affaire à cette méthode, mais sur l'ancienne base de données. Donc, c'est pour garantir le bien-aller et la bonne efficacité des produits. Il est important que la grille de taille soit le reflet réel de la morphologie de la population cible. Donc, population cible, tranche d'âge, sexe, CSP, tout ce qu'on veut. Et donc, ça en tenant compte de deux éléments. Donc, le premier, c'est la population cible, et le deuxième, c'est le dimensionnement de la grille de taille. Dimensionnement de la grille de taille, une grille de taille, c'est quoi? C'est des chiffres, 36, 38, 40, 42, 44. Il peut y avoir 10 tailles, il peut y avoir 12 tailles. Il y a les tailles simples, les tailles doubles, SM, LXL. Et donc, l'étendue de chaque taille, ça, on constate entre différentes marques que pour un 36 ou un 38, on n'est pas le même chiffre sur le tour de poitrine, le tour de taille,
et le tour de bassin. Donc, on a une grille de taille qui appartient à une marque, et ce qu'il faut qu'on voit, on va essayer de la projeter sur la population cible. Donc, je vais vous montrer une méthode, hein. Je vais aller très vite là-dessus, et on va voir on peut tout de suite s'apercevoir, est-ce que cette grille de taille répond à ma cible clientèle? Quel est le taux de couverture que je vais avoir? Si je bouge ma grille de taille, ben, quel est le gain que je vais avoir? On passe à la diapo suivante. Donc, ça, on le fait avec un outil qui est toujours dans Explored, hein. Alors, vous voyez plein de graphiques, je vais aller très vite. À gauche, que vous voyez le truc avec vert, là, avec le petit point vert, c'est marqué femmes 56-65 ans. Et il y a 3 millions de femmes en France. En fonction de tous les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, hein, critères CSP, les critères tranche d'âge, etc., c'est ce que j'appelle ma population cible. Le chiffre va changer. Donc, premier point, c'est la cible. Là, ce que vous voyez au milieu, là, c'est un nuage de points. J'appelle ça un nuage de points avec une droite, avec des petites boîtes. Et en bas du nuage de points, c'est marqué tour de taille. Et en haut à gauche, c'est marqué tour de poitrine. Chaque point représente la mensuration d'une femme. Par exemple, une femme qui fait 90 de tour de taille et 100 de tour de poitrine, c'est un point. Et c'est le point d'une femme qui est compris entre 56 et 65 ans. Donc, ici, on a un nuage de points et on voit ce qu'on retrouve sur vos barèmes, hein. Sur vos barèmes, plus le tour de poitrine augmente, plus le tour de taille augmente. Vous voyez cette courbe qui monte. Donc ça, c'est le nuage de points. Troisième chose que je vais vous montrer, puis là, je pense qu'on a terminé, c'est à droite. À droite, c'est le barème que vous connaissez, où c'est marqué exemple. Donc ça, c'est un barème de taille, où c'est marqué en haut tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin. C'est marqué la valeur entrante, la valeur sortante, hein. Bon, valeur entrante, valeur sortante, c'est facile, hein. Si je dis un barème de taille qui fait 80, 84, 86, 88, 92, bon, 84 de tour de poitrine, je vais enlever moins 2 plus 2, qui est le pas de gradation. Et donc, je vais projeter ce barème sur mon graphique et je vais obtenir cette petite boîte. Et après, c'est tout simple, je vais compter. Je vais compter combien de points qu'il y a dans la boîte. Alors, le nombre de points, bon, en aparté, c'est un nombre de points qui est pondéré parce qu'un point, ce n'est pas qu'un seul individu. C'est des milliers d'individus qui répondent à ce critère-là. Et donc, dans ce cas-là, bah, je vais couvrir que 7,26% de la population. Je ne suis pas bon en termes de performance. Et là, ce que vous voyez en bas, c'est le nombre de points qu'il y a dans chaque boîte, dans chaque taille. Donc, pour rendre ce barème performant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais décaler, si je reviens à la diapo d'avant, le tour de taille je vais pousser vers la droite la petite boîte. Donc, en termes de performance, ben, je vais augmenter pour un tour de poitrine donné le tour de taille. Et donc, je vais augmenter, plus je vais m'approcher de la densité de points, plus je vais augmenter mon taux de couverture. Et on va le voir sur la diapo d'après. Vous voyez, donc à gauche, j'ai un barème qui couvre mal ma cible, avec des tailles qui sont pas, qui sont dans le vide, en fin de compte. Et quand je vais recentrer ce barème, ben, je vais augmenter d'une manière phénoménale mon taux de couverture. Et donc, je vais calculer en même temps ma répartition par taille, et donc peut-être dire, ben, plutôt que de commander dans ma grille de commande je sais pas, 3,40 et 4,42, ou 3,42 et 2,40, ben, je vais peut-être inverser, parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de 42 que de 40. Et donc, tout ça, le gain, je vais l'avoir sur le stock restant. Parce que quand je vais vider ma série, ben, je me rapproche de ma cible, et donc, je vais avoir moins de tailles qui vont rester. Et donc, ça, c'est un outil qui permet de rendre performant un barème de taille. Et dans les entreprises sur lesquelles on a mis en place, hein, donc sur les anciennes données, hein, dans les années 2006, on a constaté des gains, hein, des gains de ROI. Gain de ROI, c'est par exemple retour VPC, retour de vente, pas de vente par besoin, retour de vente web. Donc, si je prends un retour de vente web, bah, avant, j'avais un certain pourcentage pour des problèmes de taille, hein, qui est le point le plus critique, ne serait-ce qu'avec un nouveau barème qui est adapté à ma cible, je gagne 0,5 points de retour web. Bah, ça y est, j'ai amorti. Et Alors, j'ai en quand on plus une connaît satisfaction la client. problématique des retours clients Voilà. aujourd'hui à gérer, Ouais. avec la loi AGEC, etc., rien n'est négligeable là-dedans. Et deuxième, un autre indicateur aussi qu'on met en place, hein, avant l'étude, c'est par exemple les retouches. Si on a un magasin ou des magasins qui font des retouches
on s'aperçoit qu'il y a 10 pages de retouches dans la semaine dans le magasin. Et puis, on a mis en place une collection avec un nouveau taillant. Alors, il y a une méthode, hein. On est spécialiste avec nos modélistes pour faire la transition. Si on met en place un nouveau taillant et qu'on n'a que 7 pages de retouches, c'est qu'il s'est passé quelque chose. La marque, elle est plus proche de sa clientèle. Votre indicateur, c'est les magasins de passage. Vous allez dans un magasin de passage, le client il rentre, il essaye, ça ne va pas, il passe au magasin d'à côté. Il essaye, ça va, il achète. Donc on assiste à un frémissement des ventes dans ces magasins de passage. Et il y en a d'autres indicateurs. On est là pour vous aider à les mettre en œuvre et à valider la transition vers les nouveaux taillants répondant à la morphologie des Français, des Françaises et des Français. Alors, autre analyse qu'on fait, hein, donc c'est l'histogramme de répartition par mesure. Donc, savoir, par exemple, pour la stature, ce que vous voyez à gauche, oui, c'est pour la stature, c'est quel est le pourcentage de la population des gens qui font 1m70, 1m72, 1m80. On peut calculer aussi les prédictions de vente par taille. On peut descendre aussi par classe d'âge, puisque ce sont des critères qualitatifs qu'on a par pays. Donc, on peut sortir des chiffres dans tous les sens. Donc, c'est important, et nous, dans les nouvelles études, on établit ce qu'on appelle un cahier des charges. Hein, donc, on écoute votre problématique, on établit un cahier des charges pour vous aiguiller, pour que vous ayez la solution qui vous permette d'avoir le meilleur ROI, meilleur retour en invest sur une étude. Ce n'est pas une étude pour vous donner des chiffres. Donc voilà, sur cette étude, hein, vous pouvez poser des questions. Alors, une autre chose qu'on fait hein, avec cet outil, c'est comparaison avec la concurrence. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est votre marque. Alors, les graphiques ne sont pas contractuels. Et puis l'autre marque, si vous vous apercevez que l'autre marque elle est bien positionnée par rapport à sa cible, pourquoi votre marque est décalée? Et donc les barèmes des autres marques, hein, sont souvent, on travaille souvent sur poitrine, taille, bassin, ce sont les barèmes qu'on récupère sur le web. Donc dans le graphique du haut, ce que vous voyez, c'est trois marques. Hein, donc vous voyez que le 36 de l'un ne correspond pas au 36 de l'autre. Donc il y a un décalage. Donc on vous aide à mettre tout ça d'aplomb et mettre d'aplomb avec un résultat garanti. Et après, donc, avant de laisser la main notamment à Nathalie, ce qu'on voulait juste dire pour conclure cette présentation, c'est que, en tout cas sur le sujet des données morphologiques, le futur ne manque pas d'avenir chez nous, parce que maintenant l'IFTH est doté de deux outils, deux nouveaux outils performants, le modèle de vieillissement et cet outil d'exploration de données qu'on continue à mettre à jour et avec les données de mensuration réactualisées, pour vous aider à améliorer votre compréhension des données morphologiques actuelles ou pour mener plus rapidement et efficacement des études particulières dont vous auriez besoin. Donc que ça soit, je dirais, des futurs projets données morphologiques collectifs pour répondre à un besoin qui aurait été défini par les représentants de vos filières professionnelles. On peut aller vers du bébé, on peut aller vers du senior, on peut aller sur des size plus, on peut se focaliser sur d'autres mensurations corporelles. Mesure de la tête, par exemple. Du pied, voilà. Donc on est doté de tous ces méthodologies, tous ces outils pour vous accompagner. Et bien évidemment, même dans le cadre de projets privés, on a aujourd'hui des contacts avec certaines sociétés qui ont un besoin extrêmement précis sur une partie du corps et encore une fois, en partant de cette base de données riche, plus de 2 millions de points de mensuration adultes et de ces milliers de scans corporels 3D, on peut encore une fois vous accompagner. Vous pouvez compter sur les connaissances et le savoir-faire de l'IFTH dans ces domaines-là. Donc après, alors je ne sais pas si c'est vous qui avez la main. C'est vous qui avez la main. C'est moi, pardon, excusez-moi. Je me suis arrêté trop vite. L'agenda. L'agenda. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Lagarde, la directrice commerciale de l'IFTH. Donc, à partir de demain, sont ouvertes les réservations pour l'achat des livrets femmes, hommes
que vous ont présenté Guy et François. Donc, n'hésitez pas à contacter notre service commercial. Demain, vous recevrez un email qui vous présentera notre offre. Comme vous l'ont expliqué Guy et François, donc il y a 2 grands produits. Ce sont les livrets, donc, avec toutes les bases anthropométriques, mais aussi une offre de service, de positionnement et de performance des barèmes, avec la recueil de votre problématique, une définition du cahier des charges et les cibles que vous visez. À partir donc du 3 novembre, ces livrets femmes seront disponibles, on pourra vous les livrer justement. Et en décembre, ce sera la livraison des livrets hommes. Nous faisons donc une offre de lancement sur les produits donc, de la CNM, que ce soit les livrets anthropométriques ou bien l'offre de service positionnement et performance des barèmes à moins 10% jusqu'au 31/12/2025. Alors surtout, quand vous recevrez l'email, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Nous pourrons vous faire une offre appropriée et puis ensuite vous livrer, vous mettre en contact avec nos experts pour plus de détails. Voilà. Voilà, nous allons également organiser au sein du lab des rencontres, les rencontres de la CNM durant tout le mois de novembre. Ce sera le mois de la CNM 2025 pour que vous puissiez échanger avec nos experts, François, Guy, Afida et tous ceux qui ont travaillé sur Audrey également, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet dans l'environnement du lab, qui est un environnement extrêmement sympa situé à la caserne à Paris. Il y aura d'abord une avant-première pour nos partenaires institutionnels, donc les 28 et 30 octobre. Et ensuite, donc les dates, elles s'affichent à l'écran. Hein. Le 6 novembre, nous avons plusieurs sessions de 10h à 12h, de 14h à 16h. Le 13 novembre, uniquement de 10h à 12h. Le 18, 10-12 et 14-16. Enfin, le 27 novembre, 10-12, 14-16. N'hésitez pas à vous inscrire. Le lab, c'est un endroit très, très chouette, mais pas très, très grand. Donc, il faudra qu'on puisse répartir toutes les personnes qui veulent s'inscrire sur toutes ces sessions. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il y a le lien d'inscription sur ce PowerPoint, mais vous recevrez tout ça dans le mail de demain. Donc, voilà. N'hésitez pas et nous, on sera très, très ravis et toute l'équipe de pouvoir échanger avec vous sur ce travail phénoménal et qui va vous apporter, j'en suis sûre, beaucoup de satisfaction et un bon retour sur investissement, c'est sûr. Voilà. Donc, en fait, le mail, c'est le mail que nous envoyons qui indique le lien vers le replay, parce qu'on va mettre le replay en ligne. Et donc, il y aura toutes ces informations-là dedans, avec un flyer, avec toutes les informations sur les 2 produits et les tarifs correspondants, et le lien vers l'inscription en ligne. Est-ce qu'il y a des questions qui restent dans le chat? On te laisse les lire, Nadège. Alors, c'est une question auquel nous n'avions pas pensé, je pense, pour le coup. Attention, question piège. Très bizarre, d'ailleurs. Il n'y a pas de piège. Pour les personnes, est-ce que ce sont des données naturelles, donc pas de chirurgie, notamment au niveau du tour de poitrine, pour la tendance à la chirurgie mammaire qui a connu un boom ces dernières années? Est-ce qu'on est capable d'avoir une information? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les scans, qui sont des scans très précis, quand on a mesuré des gens avec des scans, on les a pris en soutien-gorge près du corps. Ce qui tient du fait que quand on a une chirurgie mammaire, souvent on a des prothèses avec le soutien-gorge et on habille sur le soutien-gorge. Donc, les mensurations vont servir à faire des vêtements de dessus sur le corps, sur le soutien-gorge. Donc là, c'est clair. Ce sont des personnes qui ont été mesurées, pas seins nus. Et dans les idées dans lesquelles on a parlé tout à l'heure, quand on parle de la campagne adulte, enfant, bébé, ou bien des parties de corps,
On a amené il y a quelques années une campagne, mais dont on n'a pas sorti des résultats morphologiques, sur le sein, sur la poitrine, la forme de la poitrine. Il y avait C'est justement le une fameux question projet après, hein. PAPS. Voilà. Voilà, sur la corsetterie et l'évolution des tailles de soutien-gorge. Ouais, Juste après. voilà. Qui justement, c'est une des pistes Oui, à explorer. à travailler. Pensez-vous faire une mise à jour des tableaux de mensuration enfant? Ça fait vraiment partie des pistes évoquées, hein, sur le et après. Alors là, la mise à jour, une campagne enfant est plus critique, hein, puisque quand on a amené la campagne en laquelle j'ai participé, en 2010-2012, bah, c'est plein de signatures. Mais quand on touche des enfants, vous voyez, c'est assez critique. Bah, c'est des moyens qu'il nous faut pour mener cette campagne à bien. Mais on a toute l'expertise et toute la méthodologie pour mener une campagne enfant. Pour le coup, c'est important de nous faire remonter tous vos Oui. besoins Alors, pour qu'on puisse finalement voilà, étudier cette ouais. demande. Ouais. Alors, c'est pareil aussi sur la technologie, hein. Donc, je fais aussi un aparté. À l'IFTH, on dispose maintenant d'un scanner 3D et d'outils de prise de mesure à distance, qui permet justement, si il y a des marques, hein, qui nous demandent sur un panel de prendre en mesure ce panel, et on est capable de le prendre d'une manière très précise et très professionnelle, et vous fournir des données de qualité. Donc, données enfants, oui, pour l'instant, c'est pas dans le scope, mais si on a les moyens, bien sûr, c'est la suite. Il y a les enfants et les seniors, puisque quand on prend les données de l'INSEE entre 2000 et 2024, ben, on a un glissement des tranches d'âge. Donc, ces chiffres-là apparaîtront dans le livret. Il y a énormément de demandes sur les soutiens-gorge, en fait, hein. Oui, oui. Il y a quand même quelque chose à creuser, sans doute. À creuser, oui. C'est dans les questions. Mais on a des éléments de réponse là-dessus, notamment sur les barèmes de soutien-gorge, où on fait intervenir la troisième dimension, hein, c'est la profondeur du bonnet. D'accord? Il y a une question dessus. Hein, donc on a des éléments qui permettent d'avoir les bonnes données. Est-ce qu'il y a des données sur le corps de femmes enceintes? Non. Non, pas sur, Alors, pas sur ce premier livret. pas sur ce premier livret. Non. Dans la CNM de 2006, on a relevé 3 ou 4 mesures réelles de femmes enceintes à des stades différents, dont on a toutes les données morphologiques. Par contre, ce sont des choses auxquelles on peut travailler ensemble, hein. Je suis capable de dire une femme enceinte qui a dans cette tranche d'âge, à 32 mois de sa grossesse, voilà quel est son tour de poitrine, son tour de l'abdomen. Alors, ces données-là, c'est pareil pour nous, hein, c'est dans les sources de données. Je pense qu'on peut récupérer, c'est un petit peu notre veille, dans des bases de données d'organismes médicaux, parce qu'ils suivent l'évolution de l'abdomen de la femme enceinte. Compter ces données-là. Les livrets vont concerner les mensurations pour la France, oui, et les autres grandes zones telles que les USA et l'Asie. Alors, les livrets, c'est que la France, non? Alors, le livret ne concerne que la France. Par contre, on est capable de construire via les outils. Hein, un livret, c'est pour 18, 75 ans. Et une marque, elle va me dire, bah non, moi, je ne vais pas prendre au-delà de 45 ans. Donc, le barème du livret, ça sert de base. C'est ce qu'on essayait d'expliquer tout à l'heure. Il y aura effectivement les livrets anthropométriques, on va dire la française moyenne, sur toute l'étendue de la classe d'âge de 18 à 70 ans. Et après, ce que expliquait très justement Nathalie, on a la possibilité de vous accompagner sur des choses plus personnalisées, plus précises en fonction de votre contexte, de votre cible clientèle et de votre besoin, tout simplement. Voilà. Et donc les autres pays, oui, mènent la même étude sur les autres pays, puisqu'on dispose, tout à l'heure vous avez vu un histogramme de répartition de stature comment ça s'appelle, des Français, donc qui est un facsimilé. Mais j'ai la même chose pour les Chinois. J'ai pareil pour les Américains, j'ai pareil pour les Canadiens. J'ai pareil pour le tour de taille des Américains, comparé à celui des Français. Et donc ça permet d'avoir un barème adapté si je commercialise sur le marché, je ne sais pas, allemand aussi. Toutes ces données, on les a. Il y a deux questions qui se rejoignent. Avez-vous plus de détails sur la stature des femmes, comme vous l'avez détaillé pour les hommes, donc petit, moyen, grand, très grand? Et
est-ce qu'il est possible de récupérer les données morphologiques spécifiques pour tous les sujets 2024? Alors, j'ai des questions qui bougent. Que trouvera-t-on dans les livrets? Finalement, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on va avoir dans le livret que vous n'avez pas donné aujourd'hui, bien évidemment. Alors, dans les livrets, la première des choses, moi, quand je dis livret, et on a écrit en dessous en petit, mais c'est plutôt en grand, c'est le barème de mensuration, ce qu'on appelle le tableau de mensuration. OK? Vous allez trouver des données morphologiques, notamment tout ce qui est morphotype, des données sur les morphotypes, sur le marché. Vous allez trouver des statistiques, ce que j'appelle des histogrammes sur des mensurations. Par exemple, si je prends le tour de bassin, comment évolue le tour de bassin en pourcentage de la population. Et puis, probablement, vous allez trouver, comment ça s'appelle, une tranche junior-senior, hein, puisqu'on n'aura pas la même répartition entre les juniors et seniors. Et tout ça, ça va vous aider à établir votre marché. Mais cette demande sur la répartition des statures par catégorie, on va le retrouver effectivement Oui. dans le livret, dans la mise à jour, tout simplement. Bien évidemment. Il y a des précisions sur les demi-tailles, comme pour les tailles américaines, par exemple. Et là, en France, on a Alors, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris non plus. Les livrets comportent-ils des précisions sur les demi-tailles, comme pour les tailles américaines, par exemple? Ah, alors, les demi-tailles comme les tailles américaines. Oui, c'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que dans les tailles américaines, ben, on a entre le 38 et le 40, c'est ça? Je Non? crois que c'est. C'est ce que j'ai compris. Non, je pense que ça, c'est. Ouais, je sais pas. Je n'ai pas compris. N'hésitez pas à nous préciser la Ouais, la question. question. Il y a une autre question. Alors là, on est sur du marché plus de niche. Est-ce qu'il y a des données sur les personnes transgenres? Euh, Non, Là, je ne suis pas sûre qu'on soit allé sur non, non, c'est. Alors, vous savez, on est en l'histoire. France, hein, sur les données américaines, je peux avoir accès, mais c'est interdit en France, aux données ethniques. Africains, afro-américains, quand je dis comme ça, hein. En France, c'est interdit. Alors, je ne sais pas sur les transgenres si actuellement c'est considéré comme un sexe. Non, on n'a pas On fait attention. on n'a pas l'information. En tout Mais cas. nous, les données, on ne vous donnera pas des données, comment ça s'appelle, raciales. Mm. Hein, on ne vous dira pas, celle-là, elle est afro-américaine, elle est africaine, etc. Ça, on se refuse de le faire. Sur la qualification des individus mesurés, on a effectivement une réglementation. Ouais. On parlait de la Déontologie, RGPD qui est pas que française, mais étendue, mais il y a des réglementations effectivement particulières sur lesquelles il faut qu'on soit très Et attentif. pourtant, sur les barèmes, sur comment ça s'appelle, les graphiques là, qu'on a vus, ben, il y a certains types de la population, donc pour un tour de taille donné, le tour de bassin, c'est le tour de bassin au-dessus. Et donc, on peut construire le barème décalé pour ces personnes-là. Il y a la précision pour les tailles américaines. Nous avons le 36, 38, 40 en France. Et avec les mesures américaines, nous avons du 26, 27, 28, 29, 30. Ah oui, Le 26 alors, correspondant à un 36 et le 27 à un alors ça s'appelle 36,5. l'équivalence de taille. Donc ça, on est capable de mener une étude là-dessus, notamment sur l'équivalence des tailles. Alors c'est sur les non-détails, hein. On n'est pas sur les mensurations, c'est sur les non-détails. Et ça fait partie, voilà, vous demandez sur le marché américain, comment vous voulez étiqueter déjà, et puis quelle est l'équivalence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très délicat, parce que c'est pas la même morphologie, d'accord, entre la France et l'Amérique. On revient au morphotype. On revient au morphotype, C'est on ça. n'a pas la même forme. Donc là encore, c'est des analyses de morphologie qu'on fait à partir des données. Et l'analyse des morphotypes par rapport au précédent, la précédente campagne, c'est aussi une nouveauté que l'on n'avait pas jusque-là, intégrée dans nos livrets anthropométriques. Une étude aussi qu'on mène, hein, notamment, donc, si vous parlez de l'Amérique, vous savez qu'en Amérique, les pantalons livrent sur plusieurs hauteurs. Donc là, on a des données Alors, on a une marque, hein, qui nous a demandé, qui faisait des pantalons, j'appelle ça qui balayent le sol, hein, pour les jeunes. Donc, ils avaient besoin de définir la bonne longueur du pantalon. Et donc là, on a, en fonction pour chaque taille, et donc là, on est capable de sortir des chiffres. Taille américaine, nous utilisons. Alors, on reste sur la taille américaine, nous utilisons ces tailles pour une entreprise Made in France qui vend pour les Français, c'est juste pour faire du semi sur mesure. Donc, on est quand même sur des cas un peu spécifiques, hein. Ah, ouais, si on est sur du semi sur mesure, effectivement. Bon, après, je pense qu'il
qui dit semi-sur-mesure, il faut affiner quand même la cible clientèle. Le besoin. On parlait de classe d'âge, on parlait Oui. de catégories socio-professionnelles. Il y a des informations à mieux maîtriser, à mieux cibler pour accompagner précisément. Ce que je dis, c'est d'abord connaître le corps de votre client. Oui, c'est ça. D'abord connaître le corps de votre client. C'est ça le nerf de guerre. Parce que vous n'allez pas lier le corps de la personne qui n'est pas votre client. Et c'est là où vous allez avoir du ROI et puis du gain en termes de marché. Question, je pense, parce que là, je vois l'heure passer. Avez-vous des mesures un peu plus fines pour certaines parties du corps, comme les chevilles, pour aider au taillage des orthèses médicales? C'est vrai que ça fait partie des marchés qui peuvent nécessiter une très bonne connaissance du corps. Alors, pour répondre sur la cheville, actuellement, on n'a pas migré, dans le système de vieillissement, on a migré des mesures qui servent aux modélistes principalement. Et la cheville ne fait pas partie. Ça fait partie des... Voilà, mais on prend note. Ça fait partie des pistes. Non, mais c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant qu'on est doté des outils, des méthodologies, on est prêt... si, encore une fois, il y a un besoin précis et de futurs projets collectifs à définir en accord avec vos filières et les représentants de vos fédérations, nous, on est évidemment à votre écoute et prêt à s'engager sur un nouveau projet. Vous parlez de la cheville, je monte en haut, le tour de tête, pour pouvoir enfiler les pulls, par exemple. Est-ce qu'il a évolué? C'est des questions qu'on se pose partout, quelle que soit la partie du corps. La dernière question que je vais prendre, après je vais faire le gendarme et puis on va s'arrêter. Mais est-ce que le tableau de mensuration femmes comprend les 34 mesures comme le barème réalisé en 2009, je pense que c'est 2006? Voilà. Donc David, je te laisse répondre. C'est clair. Ouais. Non, c'est moi qui comprends. Non, mais je vous réponds directement. Il répond les mesures essentielles. Essentielles. Il y en avait 34 pour l'homme, pour la femme, 31 pour l'homme. Et là, on est parti vraiment à l'essentiel. Mais là encore, c'est des idées. Vous voyez, quand on a mis après, si vous nous dites, moi je suis intéressé par ça, on peut voir comment on lance une étude sur cette partie-là. On n'est pas fermé sur ces choses-là. À l'instar de ce qui s'est passé sur 2000. À partir du livret, vous allez pouvoir définir finalement où ajuster, quoi. Encore une fois, à l'instar de la précédente campagne nationale mensuration, ça ne s'est pas arrêté en 2005. Ça a perduré dans le temps. Donc, on ne voulait pas être plus royaliste que le roi et prendre le lead sur les choix qui pourraient répondre je dirais, aux filières. Donc, tout ça est à définir ensemble et à construire ensemble. Les futurs projets collectifs, nous, on est évidemment, bien sûr, ouverts à lancer ces nouvelles études. Par contre, sur 2006, ces données, je les ai. Et on parlait pour les orthèses, pour les trucs de cou, là, j'ai les hauteurs de cou. Puisque j'ai une base de données de 9000 avatars pour les mineurs. Et je les ai utilisés pour des interventions dans les entreprises du médical. Allez, j'arrête de façon brutale. Un peu dure. Il y a les rencontres du mois de novembre, donc je dirais justement c'était le but de construire ces rencontres, c'était de ne pas frustrer tout le monde en les arrêtant ce webinaire. On est prêt à vous accueillir, à vous recevoir et à répondre en présentiel, en direct à vos questions. Tout le monde ne peut pas être à Paris, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, exactement. Le webinaire peut se faire en face à face, à distance, mais en face à face. Et les discussions peuvent. Les outils nous permettent de continuer ces conversations, évidemment. Vous avez plusieurs réseaux modes de communication, via Nathalie Lagarde, via le service commercial, qui souvent aiguille vers les experts quand il y a une question précise. Il ne faut pas hésiter. C'est un sujet qui est important. Et on nous demande beaucoup, même d'interviews dans les journaux, notamment, est-ce que la morphologie évolue? Alors, des fois, c'est pour le... Et pas que pour le summer body, c'est toute l'année. Pas que pour le summer body, c'est pour la... Comment ça s'appelle? Un petit peu plus avant l'été, mais pas que toute l'année. Mais pas toute l'année. Je vais peut-être voir un article demain où on a répondu
sur ce genre de questions sur la morphologie des Français. En tout cas, merci à tous. Voilà, on Il y a vous pas remercie mal de votre attention. Ouais. Et puis, je vous dis, Encore plusieurs personnes connectées. n'hésitez donc, pas intérêt. à venir vers nous. On a plein de choses à vous transmettre. Et qui sont très, très riches. C'est de qualité très riche. Vous voyez, Guy, on ne peut pas l'arrêter en plus. Donc, Jamais. je vais être obligée de lui couper son micro. Bon. Non, parce qu'après, il peut passer la soirée dessus. Je le Exactement. connais. Et c'est génial. Voilà. Mais on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a plusieurs personnes qui se déconnectent et je pense qu'il y a des personnes qui récupèrent des enfants maintenant. Donc, On s'arrête là. eh ben, écoutez, merci à tous, à toutes et tous, pardon. Et puis, je vous envoie toutes les informations dont on vous a parlé demain. Et n'hésitez pas à reprendre contact. Je vous ai mis le mail, donc je vous ai remis le mail commercial@ifth.org pour toute question. Et puis, écoutez, une excellente soirée sur Bonne ces soirée à tous. derniers mots. Bonne soirée.